Bonjour Fred J. Baouma, vous êtes du groupe d'études sur le Congo qui a un projet en RDC, notamment dans la zone là où il y a de l'insécurité, dans l'est de la RDC, un baromètre sécuritaire du Congo. Le président Félix Tshisekedi a proclamé hier l'état des sièges en RDC. Que pensez-vous que l'état des sièges puisse apporter en RDC? C'est difficile à dire à ce stade, c'est que l'état des sièges va apporter. Mais je pense que l'idée derrière le gouvernement, c'est de donner le pouvoir entier aux militaires et de leur permettre de mener des opérations dans la région du Nord Kivu et de l'Ituri pour mettre fin au groupe armé. À ce stade, c'est très difficile de dire si cet état d'urgence va résoudre réellement le problème. Je pense que pour nous, euh, on a beaucoup de doutes sur son efficacité, mais également, on a vu par le passé que lorsqu'on donne plus de pouvoir aux militaires dans cette région, souvent ça aboutit à plus d'abus sur la population civile et parfois les résultats militaires qui sont obtenus euh, ne sont pas durables. On a vu depuis 2014, il y a eu plusieurs opérations dans cette région-là qui sont continuellement, mais les zones qui sont récupérées sont souvent perdues de nouveau. Mais la grande crainte, je pense, par rapport à la mesure, à cet état d'urgence, c'est les abus qui peuvent en découler. Et tout ça sans véritablement résoudre les causes profondes des conflits à l'est du pays. Des complicités sont de plus en plus dénoncées. Récemment, d'ailleurs, le président de l'Assemblée nationale, mais aussi d'autres personnalités congolaises ont publiquement dénoncé des complicités au sein de l'armée et des services de sécurité. L'état des sièges veut dire aussi mettre en place, comme l'a dit le président de la République, Félix Tshisekedi, une administration militaire. Pensez-vous que cela puisse résoudre ce problème? Comment résoudre pour ces problèmes de complicité qu'il y a au sein de l'armée même? Alors, le problème de complicité n'est pas le seul problème au sein de l'armée. C'est qu'on parle de complicité, on parle aussi d'autres problèmes structurels au sein de l'armée, notamment euh, la capture des énormes ressources de l'armée par une petite élite militaire. Il y a également, et donc les soldats de rang ne reçoivent pas grand-chose à la fin. On a aussi vu que les officiers, parfois dans ces régions, qui sont amenés dans ces régions, finissent par se transformer en une sorte de businessman. Ils sont impliqués dans plusieurs types d'affaires, parfois illicites. Et notre crainte, c'est que si vous donnez l'administration publique à l'armée pendant cette période, l'administration politique et sécuritaire à l'armée pendant cette période-là, sans avoir résolu les problèmes structurels qui existent au sein de notre armée, on risque juste de voir l'aggravation de ces éléments qu'on reprochait déjà au FARDC avant. Donc, par exemple, maintenant, si les militaires sont à la tête de provinces et qu'ils gèrent non seulement l'administration, mais qu'ils gèrent aussi les finances, parce que l'ordonnance qu'on a publiée hier dit que les ministres, donc les généraux qui vont devenir gouverneurs temporairement, vont gérer tous les aspects euh, de ce que le gouvernement provincial gérait. Donc, j'imagine que les finances sont compris. Mais comment est-ce qu'ils vont le gérer? Comment est-ce qu'ils vont être garantis? Quelles sont les garanties que ce soit fait de manière effective et que ça n'aboutisse pas plus à plus de détournements, par exemple, de recettes provinciales? Comment se rassurer que l'économie de ces provinces-là continue à fonctionner normalement pendant ces périodes? Il y a plusieurs questions, en fait, qui sont posées et que, auxquelles j'ai du mal à répondre et auxquelles le gouvernement n'a pas encore vraiment répondu. Après, l'état d'urgence est censé durer 30 jours dans un premier temps.
On va voir comment ça va se passer. Mais, mais ça serait très important pour les dirigeants de mettre tout en œuvre pour éviter à ce que cette situation ne puisse provoquer plus d'abus, plus de pillages, plus de violations et finalement que ça n'aboutisse à un gros échec, ce qui serait dommage. Oui, justement, tu as parlé tout à l'heure de risque d'aggravation, d'exaction, de violence, mais le président hier a fait appel à la population de l'Est, des régions concernées, mais aussi de la population congolaise en général, pour prêter main forte aux autorités militaires. Comment pensez-vous que cet état de siège puisse ramener la confiance au niveau de la population envers l'armée? La population a souvent soutenu l'armée. Dans la région de Beni, des gens se sont plusieurs fois mobilisés pour collecter des biens et de la nourriture pour amener à l'armée. Euh, Plus au sud, vers Goma, à plusieurs occasions, moi, quand j'étais là, on se mobilisait pour aller donner des ressources à d'ailleurs, en 2012, on a dû même faire des collectes pour aller soutenir la brigade de Mamadou Ndiala qui se battait. Récemment, les gens ont mobilisé presque dans la Lucha, par exemple, a mobilisé dans plusieurs parties du pays pour demander aux gens de soutenir, de contribuer pour les opérations à Beni. Mais la confiance, en fait, le manque de confiance entre l'armée et la population ne vient pas du fait que la population est dans une prédisposition à ne pas faire confiance à l'armée. Ça provient plutôt des abus que cette population-là subit et qui finit par éroder la confiance qu'elle a envers l'armée. Et sur ce point-là particulièrement, je ne pense pas que donner plus de pouvoir à l'armée permettrait de renforcer, renforcer la confiance entre la population et l'armée. J'ai vu déjà circuler des messages, par exemple, de certains officiers à l'Est qui voient ça comme une opportunité de faire, de montrer l'exercice de leur force y compris sur la population qui est parfois stigmatisée. Et je pense que ce sont des choses qui peuvent finir par casser davantage la confiance entre l'armée et la population. Et pourtant, je pense que sans cette confiance-là, il sera difficile d'arriver à des résultats concluants. Que pensez-vous que l'armée puisse faire en un mois qu'elle n'a pas pu faire, disons, en 2 ans et demi que le président Félix Tshisekedi est là et qu'il a commencé, il a lancé des opérations militaires et il y a des opérations militaires qui sont toujours menées depuis des années, 20 ans, 30 ans. C'est une bonne question à laquelle moi, je n'ai pas de réponse. Peut-être que l'armée pourrait nous le dire. Ce que je sais, par contre, c'est que un mois, c'est très insuffisant pour résoudre ces problèmes-là, à moins que les gouvernements aient l'idée de prolonger plusieurs fois cet état de siège. Et je pense que plus cet état de siège est prolongé, plus ça sera, de moins en moins, ça sera accepté. Euh, mais, euh, mais je ne suis pas sûr qu'il y a quelque chose, je ne suis pas sûr qu'on peut voir de progrès significatifs dans un mois. Mais peut-être que je suis juste pessimiste. L'état de siège ou l'état d'urgence rime avec restriction des libertés. Ne craignez-vous pas que, puisqu'il y en avait déjà récemment d'ailleurs, la semaine, en début de semaine, il y a eu des enfants qui étaient devant la mairie depuis plus de 2 semaines, 3 semaines, en train de réclamer la présence du chef de l'État, ont été chassés. Ne craignez-vous pas qu'il y ait plus de brimades puisqu'il y a sous couvert de l'état d'urgence? Je pense que ça, c'est, comme je l'ai dit au début, ça, c'est la plus grande crainte. Et il faut dire quand même que la population dans la région de Beni ou dans la région du Grand Nord Kivu, par exemple, vivait déjà dans une situation de fait de l'état de siège. Euh, les, Toutes les manifestations qui ont été organisées, par exemple, dans cette région, ont été réprimées et souvent par la police, mais aussi par l'armée. Des personnes qui ont été arrêtées dans des manifestations récemment autour de Beni
ont été arrêtés ont été plutôt arrêtés et mis dans des cachots tenus par l'armée. Et, et, la, et, les- et le, la répression, en fait, dans cette région est systématique depuis quelques temps. Maintenant, est-ce que, donc, si l'état de siège, normalement, obligera les gens à ne pas manifester, obligera les gens à ne pas critiquer l'armée et obligera les gens, ou même les journalistes, à s'abstenir de parler de sujets sensibles au risque d'être interprétés comme des ennemis de la nation. Je pense que la conséquence logique au vu de notre armée, c'est d'observer probablement plusieurs arrestations ou bien euh, des menaces contre la société civile ou contre la population. Mais tout ceci peut être évité probablement s'il y a des bons mécanismes d'alerte et de suivi, si les gouvernements euh, écoutent la population et lui donnent des opportunités de canaliser sa frustration plutôt que de l'empêcher de le faire. Mais si rien n'est mis en œuvre et que l'état de siège finissent par une répression ou finissent par être perçus comme une double punition pour la population de Beni ou du Nord Kivu et de l'Ituri, ça risque d'avoir des conséquences fâcheuses pour l'armée, mais également pour Félix Tshisekedi qui a décidé ça. Comment voyez-vous l'armée venir à bout de ces groupes armés qui parfois s'imbriquent dans la société, et, vu aussi leur nombre, la multiplicité de ces groupes, il y en a qui sont étrangers, il y en a qui sont congolais, maïmaï et autres, mais qui vivent dans la société même. Écoute, c'est difficile de dire dans 2 minutes comment est-ce que l'armée doit mettre fin à la situation de conflit à l'Est. C'est un problème qui dure depuis plusieurs années, plus de décennies. Donc, je ne sais pas le dire dans 1 minute. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les opérations militaires, euh, à elles seules, ne peuvent pas être la solution au problème de l'Est. Il faut une stratégie cohérente qui inclut les opérations militaires, mais qui ne se limite pas aux opérations militaires, et qui est surtout informé par une profonde connaissance des dynamiques et des causes profondes de ces conflits-là, qui considère les aspects non pas seulement de groupes étrangers, mais également de mouvements Maïmaï et d'autres groupes locaux qui ont différentes motivations que des groupes du genre les ADF, qui, qui prennent en compte euh, qui incluent, cette stratégie devait inclure, par exemple, comment est-ce que les, euh, les gens, les démobilisés seront gérés, euh, comment ils seront réinsérés probablement. Ça devrait inclure probablement le mécanisme de justice. Euh, ça devrait, euh, ça devrait inclure beaucoup plus que les opérations militaires. Et pour l'instant, en tout cas, la décision de proclamer l'état de siège semble indiquer que le gouvernement privilégie euh, le, les opérations militaires par rapport face à, par rapport à tous les autres types d'opérations ou tous les autres types d'actions. Et, euh, et ça peut avoir des résultats dans quelques mois, mais ce n'est pas sûr, ou bien c'est même certain que les opérations militaires elles seules ne peuvent pas résoudre le problème à l'Est. Et un mois vous semble suffisant pour ça, pour faire tout ça? Écoute, ça fait 25 ans que ça dure, je ne suis pas sûr que ça va se résoudre dans un mois. Mais voyons voir. En tant que Congolais, je souhaite que ça réussisse. Ce serait, ça, ça allégerait la peine de beaucoup de gens à l'Est. Mais si je veux être réaliste, je pense que c'est pas possible de résoudre les problèmes de l'Est de la RDC en un mois. C'est presque impossible. Et pensez-vous qu'il y a assez de moyens? Le président lui-même a demandé au gouvernement de mettre les moyens suffisants à l'armée. On parle de détournement des militaires qui sont sur le terrain, qui ne touchent pas
leur solde modique soit-elle? Le budget de l'État est très faible jusque-là. Les budgets déjà est faible. Le taux de réalisation de ces budgets-là est encore plus faible. L'armée dans le passé, consommé une bonne partie euh, du budget, mais ça n'a jamais été dans le sens de réaliser ou bien d'améliorer les conditions des militaires. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas vraiment communiqué sur comment ils vont faire, comment le gouvernement fera pour s'assurer que les militaires soient dans de meilleures conditions. Ce qui est une précondition pour, pour faire en sorte que les opérations soient un succès. Maintenant, je pense que votre question, normalement, elle devait être adressée au gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour s'assurer que le détournement qui sont souvent dénoncés au sein de l'armée ne puissent pas être observés au cours de ces nouvelles opérations? Comment faire pour que finalement l'état des sièges ne se transforme pas en une opportunité d'affaires pour les officiers et comment faire pour résoudre en général les problèmes structurels de l'armée? Sans cela, en fait, il y a beaucoup de questions et c'est pour ça que je pense que un mois n'est pas suffisant pour résoudre le problème de l'Est. Et je pense que l'état des sièges n'est probablement pas la stratégie la mieux adaptée au conflit à l'Est.